Nous sommes à 1500 mètres d'altitude, dans les Alpes, au cœur du massif des Écrins. L'hiver, la neige recouvre tout. Mais la torpeur n'est qu'apparente, car ce village est aussi un point de ralliement pour tous les fous de glisse. Skieurs chevronnés et autres adeptes de ce que l'on appelle le freeride, le ski hors piste. Ici, le climat est rude avec des hivers qui sont très tranchés, avec un relief qui est très accidenté aussi. Tout ça, ça a créé des fortes personnalités, des mentalités de montagnards que l'on retrouve ici dans le village de la Grave. Un village qui a connu une vraie évolution avec en 1880 l'ouverture de la route du Lautaret qui a permis de désenclaver toute la vallée, de l'ouvrir sur le monde. Et depuis quelques années, ce village il est même encore plus ouvert grâce à ce magnifique massif de la Meije qui, selon les freeriders, est un des plus beaux spots en Europe pour venir faire du ski en toute liberté. Ce massif de la Meije culmine à 3900 mètres. Les hommes ont choisi de s'installer sur le versant sud. Ils se sont adaptés à la pente pour bâtir leur maison et cultiver leurs terres. En face, c'est le territoire des freeriders, ces skieurs d'altitude que les grands espaces naturels n'effraient pas. Eric est guide de haute montagne. Depuis 25 ans, il arpente chaque jour le parc naturel des Écrins. Salut Eric. Bonjour. J'enlève mon gant mais j'en ai un deuxième à l'intérieur. Ça pique un peu, il fait combien là? Oh, il faisait moins 15 ce matin. Oui, il fait un peu frais, mais c'est pas surprenant. C'est normal, je dirais. C'était plutôt la température des jours précédents, avec sa grande douceur qui nous surprenait. Qui était inhabituel. On est quand même à 2000 mètres d'altitude là, donc... En fait, chaque village a son patrimoine. Et l'impression que j'ai, moi, ici à la Grave, c'est que le patrimoine, il est autour de nous, il est naturel. Oui, c'est vrai que le milieu naturel, c'est la partie importante. Il suffit de regarder ce paysage. On est ici dans la partie la plus au nord du parc. Et c'est aussi dans cette partie du parc que se retrouvent concentrés tous les plus hauts sommets. La Meije, c'est près de 4000 mètres. C'est une des plus belles montagnes du monde, sans être chauvin. C'est ce qu'on dit dans le coin, ouais. Mais je crois que c'est vrai. Dans le coin, dans le milieu de l'alpinisme, dans le monde entier. La Meije. Là, à côté de nos traces de pas, il y a quelques empreintes. Ça, c'est assez surprenant quand même, à proximité du village. Donc là, on a une empreinte de chevreuil, ici. On voit qu'il est parti dans cette direction, on peut s'interroger. Pendant la nuit, il est venu pour brouter un petit peu probablement les grosses... Ah oui, on voit la trace tout près là-bas. C'est ce que j'allais dire, comme il a neigé cette nuit, ça veut dire qu'il est passé il y a quelques heures. C'est une trace de la nuit. N'oublions pas que pour tous ces animaux sauvages, c'est la période difficile, c'est la période où beaucoup vont mourir par manque de nourriture ou à cause du froid. Les empreintes, pour nous, en hiver, c'est génial parce que ça va nous donner plein d'informations sur la faune. Souvent, on a les traces de lièvre et puis derrière la trace du renard qui le suit à la trace. Alors ça, c'est super. Dis-moi ton métier ici. C'est quoi? Nous, on est garde des parcs nationaux, garde moniteur exactement. Bon, évidemment, le parc, c'est d'abord un territoire protégé, donc avec des règles. Il y a encore une trentaine d'années, la montagne, en hiver, n'était fréquentée que sur les pistes de ski. Aujourd'hui, avec le développement de pratiques sportives nouvelles, le ski de randonnée s'est développé, donc sensibiliser les pratiquants en leur disant attention de ne pas aller au contact de la faune. Et puis l'été, c'est plutôt de l'information du grand public, puisque là, simplement pendant les 2 mois d'été, c'est plus d'1 million de visiteurs qui vont venir sur ce territoire du parc. Il a neigé cette nuit, tout est blanc. Maintenant, je suis sûr que dans quelques semaines, dans quelques mois, au printemps, si je reviens ici, je reconnaîtrai rien, tellement ça aura changé. C'est ça qui est magnifique avec la montagne. Puis l'attitude de la faune va changer aussi. Donc là, au printemps, c'est le moment où tout explose au niveau de la flore, mais les animaux aussi ont très peu de temps pour se reproduire. C'est le moment des accouplements chez la plupart des espèces. Quand vient le dégel, le parc naturel est méconnaissable. C'est ce moment que choisit Eric pour recenser la population animale.
Tiens, il y a un chamois là-haut. Alors, il est en train de brouter, donc lui, il est plutôt content hein, que cet hiver se termine tôt. Il n'a pas trop souffert, alors que l'hiver dernier a été très rude pour tous les ongulés parce qu'ils avaient du mal à se nourrir. Cet hiver, on a eu très peu de mortalité chez les chamois. Le bouquetin des Alpes, lui, n'est plus menacé, même si on peut quand même le surveiller de très près. Mais il faut quand même savoir que son cousin, le bouquetin des Pyrénées, n'a pas eu la même chance. Le bouquetin des Pyrénées a disparu. Là, récemment, c'était hier, c'était en 2000 que le bouquetin des Pyrénées s'est officiellement éteint. Aujourd'hui, notre espèce est l'espèce la plus représentée sur cette planète et inévitablement, notre présence partout se fait au détriment de la nature. Donc il faut veiller à avoir l'impact le moins important possible. En hiver, seule l'église émerge au milieu du manteau neigeux. De style roman lombard du XIe siècle, elle est le témoin le plus ancien d'une présence humaine dans la région. À côté, on a redécouvert récemment une chapelle des pénitents blancs, datée du XVIIe. Cette discrète confrérie de catholiques laïcs venus d'Italie au Moyen-Âge est toujours active aujourd'hui. Alors ici à La Grave, comme dans la plupart des villages des Alpes, il y a le cœur même du village où je me trouve. Et puis, disséminé sur la montagne, à flanc de coteau, il y a également des hameaux comme celui-ci. C'est le hameau des Yres. C'est ce qu'on appelle un hameau d'estive où les paysans se rendent pendant l'été avec leurs bêtes. Et aujourd'hui encore, on y pratique une tradition ancestrale qui est la fabrication de combustible à base de fumier. Et contrairement aux idées reçues, ça ne sent pas mauvais, vous allez voir. Roland, agriculteur depuis des générations, perpétue cette tradition. Alors c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, oui. Roland, racontez-moi un peu comment est-ce que vous les fabriquez, ces briques de fumier? C'est la première fois que je vois ça, moi. Alors là, on coupe dans la litière accumulée des moutons, on coupe ce qu'on appelle ici des blettes. Cette blette, d'abord tenue à l'abri sous une tôle, et puis coupée une première fois, refendue pour que plus on les amincit, plus l'air circule, plus elles se déshydratent. Et pour devenir, d'ici 2 ans, bien exposé au soleil et à l'abri de la pluie, un combustible, mon Dieu, qui n'a pas la valeur du bois, qui fait plutôt une combustion qu'une vraie flamme, mais qui a eu le mérite au fil des siècles passés de chauffer les gens dans un pays aussi pauvre en bois. Ici, on parle ici de loisans chauves, c'est-à-dire sans bois et du même coup. Moi, je trouve que c'est plutôt astucieux d'avoir trouvé à recycler un sous-produit un peu comme ça. Alors ça, c'est donc la technique ancestrale qui permettait de se chauffer, mais aujourd'hui, évidemment, on l'utilise plus comme ça. Oui. Par contre, ce qui est resté vivant, c'est qu'avec ce combustible, on faisait une spécialité culinaire qu'on appelle ici des braises. C'est un gratin dauphinois qui en général est arrosé largement, copieusement de crème. Et ça a un parfum encore particulier quand c'est cuit à l'étuvée, là, à l'étouffer dans des braises. C'est trop bon. Évidemment qu'on a besoin de perpétuer ça, d'en faire connaître le goût aux gens qui arrivent, à nos enfants. Et puis c'est aussi nos racines, c'est trop important ça. Je voulais t'amener ici voir, voilà, les blettes se faisaient sécher sur ce qu'on appelle ici des galeries. Alors celle-ci est même habillée, je pense que c'est pour les besoins, ça doit être aujourd'hui c'est devenu un pigeonnier, non? Ouais. Mais voilà, c'était des supports à l'abri de la toiture qui permettaient ce fumier de le faire sécher. Il faut 2 ans pour qu'une blette devienne bien combustible et il fallait les retourner plusieurs fois. Ça se passait sur ces petits échafaudages à l'abri de la toiture. Tout ce que tu me racontes là et tout ce que tu me montres, ça me fait dire que la vie ici, elle a été quand même vraiment très difficile.
Oui, il fallait s'accrocher. C'est peut-être ça qui nous a valu aussi des caractères bien trempés. En tout cas, le milieu était hostile de par un climat rude, d'altitude, à 1900 mètres ici, des villages construits dans la pente. Il y a quand même eu beaucoup de changements ici, parce que ce village, il était enclavé dans cette vallée. Et aujourd'hui, on vient du monde entier, mais vraiment du monde entier, pour skier ici. Il y a eu une espèce d'ouverture qui s'est faite, alors sur quelques années, bien sûr, sur quelques décennies, mais ça a été une métamorphose. On n'est pas ici une station classique, mais ce téléphérique qui a débouché sur ce ski hors piste un peu rare et tellement caractérisé ici, fait que ça nous a ouvert à un monde de freeriders, dit-on, de jeunes qui viennent, sympathiques. Alors, on se croise, on se côtoie. Moi, je trouve qu'on peut parler d'une cohabitation intelligente. À l'évidence, ils sont en train d'apporter un souffle nouveau dans ce village. Aujourd'hui, le soleil est de la partie et la neige toute fraîche. Pour me conduire au sommet, je rejoins Pascal, patrouilleur du domaine. Salut Pascal. Bonjour Emmanuel. Comment tu vas? Très très bien, et toi? Bien. Alors, le programme du jour, c'est moins 15 degrés au sommet, vent nul, visibilité parfaite avec un beau soleil. Combien de temps il nous faut pour monter jusqu'à 3002? Alors, avec le téléphérique, on met à peu près 40 minutes. Ouais. 40 minutes pour atteindre 3002. On arrive au pied du glacier de la Girose. Bon, bah allez, c'est parti. Allez, go! Salut, on se retrouve là-haut. Nous empruntons l'une des plus vieilles remontées mécaniques de France, juste après le téléphérique de l'Aiguille du Midi. Et voilà, 40 minutes après, on y est. Grand ciel bleu. Avec une bonne neige. Ton métier, c'est pisteur et patrouilleur. Pourquoi on vous appelle des patrouilleurs? Parce que, au-delà de l'info que l'on donne en bas, sur la terrasse, à partir de la mi-journée, on patrouille sur le domaine. Alors, c'est du hors-piste, mais en même temps, on y arrive avec un télécabine. Et oui, les gens peuvent monter ici avec le téléphérique. Et à partir du moment où ils sortent des raquettes avec les cordes autour de nous, eh bien, ils sont sur un domaine de haute montagne non sécurisé. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de ratraque, qu'il n'y a jamais de déclenchement d'avalanche à l'explosif. Exactement. On est au contact de la nature et c'est les skieurs qui la façonnent, quoi. Voilà, il n'y a aucun déclenchement artificiel d'avalanche. Et avant de partir, tu m'as donné ça, là. C'est quoi cette balise? Alors ça, c'est la ceinture de sécurité du skieur hors piste. Ouais. D'accord, c'est une balise. On en a tous une. Elle nous relie entre nous. Et elle permet effectivement de retrouver, ça c'est des émetteurs-récepteurs, elle permet de retrouver quelqu'un qui aurait eu un problème en avalanche. En dépit des dangers, c'est sur cette neige vierge, dans cette nature sans limite, que viennent skier les freeriders. Pour s'adonner à sa passion, Tony n'hésite pas à traverser l'Atlantique. J'adore la Grave. Je passe 4 mois par an à la Grave et le reste du temps, je vis en Alaska. J'ai beaucoup travaillé pour des compétitions de ski professionnelles, notamment du freeride. Pour le freeride, les États-Unis sont devenus très restrictifs. Par exemple, 100% des gens qui s'entraînent ici seraient mis en prison aux États-Unis. On serait des criminels. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ne pas avoir de limites n'est pas un problème. Ce sont des professionnels de leur art. Toutes les formes d'art supposent des émotions fortes. On n'est pas dans l'extrême, c'est simplement notre quotidien. On chausse? On chausse. Allez, je te suis. Ah, ça commence bien.
Allez, c'est parti. Yep. Ah, la neige est bonne, hein. Ils m'ont dit qu'il y a jusqu'à 20 nationalités qui viennent ici pour skier, c'est vrai ça? C'est vrai, oui, oui. On a beaucoup d'étrangers qui viennent à la Grave, et ça depuis très longtemps. Il y en a qui viennent depuis peut-être une vingtaine d'années. Mais alors de quel pays, de quel coin du monde? De partout. On a des Suédois, des Norvégiens, des Suisses, des Allemands. Un petit village montagnard, on imagine ça refermé sur lui-même. Comment ça se passe quand tout d'un coup tu as toutes ces nationalités qui arrivent? Avec cette clientèle d'étrangers, tout se passe très très bien. Tout le monde se retrouve autour de la montagne, et je dirais presque avec le même discours. Bon, on va profiter un petit peu des derniers rayons de soleil. Allons-y. Allez. On va au refuge. Un bon chocolat chaud. Le CAF de Briançon a commencé à construire des refuges en 1875. En 1894, il y a eu l'inauguration du refuge Évariste-Chancel, qui est celui-ci. 1894. Ouais. Voilà. Ça fait partie du patrimoine de la Grave. Ce refuge était utilisé par les guides à l'époque. Ils montaient de la Grave avec leurs clients et ils partaient faire les sommets, notamment le Râteau Ouest, le Dôme de la Lauze, traversé sous Saint-Christophe, à partir d'ici. Les jours de neige ici, on s'aperçoit d'un phénomène rare, c'est que les flocons ne tombent pas verticalement, mais horizontalement, parce qu'ils sont balayés par le vent. Un vent très présent ici dans la vallée, dans l'histoire du village, à tel point que ce vent, on le retrouve dans les légendes, dans la tradition orale du village. Corinne est conteuse. Elle est souvent sollicitée pour transmettre ses légendes, et surtout auprès des enfants. Il faut savoir qu'avant, les femmes, elles allaient laver leur linge au lavoir Saint-Martin. Ce jour-là, le vent était si fort que ces femmes ne pouvaient avancer. Une fée apparut et promit d'arrêter le vent si une des lavandières lui donnait son tablier. Aucune n'accepta, car ce tablier était leur seule richesse. De colère, la fée décida alors qu'un vent permanent soufflerait sur le village. Cette légende qu'on vous avait racontée aux enfants, en fait c'est une longue tradition. Une tradition orale qu'on avait notamment en montagne. Ça se racontait pendant les veillées, c'était un moment très important ça dans la vie du village. L'hiver, c'était un moment d'inactivité. Les veillées, c'était un moment important. C'était le moment où, en fait, les amis, la famille se retrouvaient tous ensemble. Tout le monde était rassemblé autour du feu. Parce qu'il fait froid dehors, là. Chaque personne avait des activités différentes. Donc, en fait, les hommes, souvent, profitaient de réparer leurs outils pour travailler au printemps dans les champs. Les femmes gardaient la laine, d'autres la filaient, d'autres tricotaient. Et il y avait toujours un grand-père ou une grand-mère qui récupérait tous les enfants et les emmenait autour de la cheminée pour raconter les contes et légendes. Cette très belle légende, quand tu l'as racontée aux enfants, tu étais dans un costume noir. C'est aussi lié à l'histoire de la vallée, ça? Ah, complètement. Parce que le noir, avant, c'était la couleur que tout le monde avait. Quand on se mariait en noir. Tout simplement parce qu'en fait, avant, les gens vivaient complètement en autarcie. Ils avaient tous des troupeaux de moutons. Et dans ces troupeaux de moutons, il y avait des moutons
à la laine noire. Donc ils vendaient la laine blanche, ils gardaient la laine noire et ils se fabriquaient des vêtements avec, parce qu'ils n'avaient pas besoin de la teindre. Alors le mouton noir, c'est pas celui qui a la poisse. Ah non, non, non. Au contraire, ici, il fallait avoir un ou plusieurs moutons noirs dans le troupeau, ça portait bonheur. Et je vois que tu as toujours un mouton noir. Exactement.